127 millions de personnes. Voilà le nombre presque inimaginable de soldats qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, si l'on additionne tous les pays impliqués. Avec autant d'hommes sur les champs de bataille, certains soldats ont accompli des choses qui semblent tout simplement impossibles, au point d'être plus dangereux que des compagnies entières. Ils étaient si célèbres et parfois si redoutés qu'aujourd'hui encore, beaucoup d'entre eux sont surtout connus par leur surnom, l'exterminateur, Mad Jack ou encore Lady Death. Et ce sont précisément leurs histoires que nous allons vous raconter. Nous commençons avec un homme entré dans l'histoire sous le nom de Mort Blanche, Simo Häyhä. Ce Finlandais a combattu pendant la guerre d'hiver entre la Finlande et l'Union soviétique de 1939 à 1940, pendant à peine une centaine de jours. Et pourtant, en si peu de temps, il est parvenu à devenir l'un des ennemis les plus redoutés de l'Union soviétique. Tireur d'élite, Simo Häyhä avait mis au point une tactique qui lui permettait de devenir presque invisible dans le paysage hivernal recouvert de neige. Vêtu d'une tenue de camouflage blanche, Simo Häyhä s'enterrait dans la neige, puis attendait pendant des heures, par des températures pouvant descendre jusqu'à moins 40 degrés Celsius, que l'ennemi approche. Il allait même jusqu'à tasser de la neige dans sa bouche pour éviter que son souffle ne se voie dans l'air glacé. Contrairement aux tireurs d'élite classiques, le Finlandais se passait totalement de lunettes de visée. Il visait uniquement avec des organes de visée simples, la hausse et le guidon. Ainsi, il n'avait pas besoin de relever la tête lorsqu'il visait l'ennemi, et aucun reflet sur le verre d'une lunette ne pouvait trahir sa position. Cet excellent tireur abattait alors les soldats soviétiques les uns après les autres, sans qu'ils puissent même comprendre d'où venaient les tirs. Au total, en seulement 3 mois et demi, Simo Häyhä a éliminé à lui seul au moins 505 soldats ennemis, selon les chiffres officiellement confirmés. Certaines estimations affirment cependant que la Mort Blanche aurait pu abattre jusqu'à 800 ennemis en si peu de temps. Simo Häyhä inspirait une telle terreur que les soviétiques finirent par déclencher des tirs d'artillerie entiers sur la position supposée de ce seul soldat. Vers la fin de la guerre, Häyhä fut d'ailleurs touché en plein visage par un projectile explosif ennemi qui lui arracha la moitié de la mâchoire gauche. Mais il survécut, puis mena une vie paisible comme éleveur de chiens jusqu'en 2002. Lorsqu'on lui demanda en interview ce qu'il avait ressenti à l'époque, après avoir ôté la vie à des centaines de personnes, le Finlandais répondit simplement « Le recul ». Si Simo Häyhä était si dangereux grâce à son sang-froid et à ses tactiques glaciales, John Malcolm Thorpe Fleming Churchill était tout l'inverse. Cet officier britannique était craint par ses ennemis parce qu'il était totalement imprévisible. Et ce n'est certainement pas par hasard qu'on lui a donné le surnom de Mad Jack. En réalité, le Britannique partait à la guerre avec un grand arc médiéval, une épée écossaise et une cornemuse. Oui, vous avez bien entendu, alors que la Seconde Guerre mondiale se jouait autour de lui avec des mitrailleuses, des chars et des bombardiers, Mad Jack affrontait ses ennemis presque comme William Wallace dans le film Braveheart. Lors d'un débarquement dangereux en Italie, par exemple, il fut le premier à sauter de la péniche de débarquement, joua un chant de guerre écossais à la cornemuse, lança une grenade, puis dégaina son épée avant de charger l'ennemi. De cette manière, il ne se contentait pas d'abattre des soldats ennemis les uns après les autres. Il captura même, à plusieurs reprises, des groupes entiers de soldats ennemis quasiment seuls. En 1943, à Salerne, en Italie, lui et un seul camarade s'infiltrèrent de nuit dans un camp allemand. Et lui n'était armé que de son épée. Sur place, il surprit une sentinelle et la força, la lame contre la gorge, à appeler ses camarades un par un depuis l'obscurité. Les Allemands suivirent la voie familière de leur garde, puis se rendirent immédiatement en voyant le grand officier britannique avec son épée. Cette nuit-là, Mad Jack captura ainsi l'incroyable nombre de 42 soldats lourdement armés. Churchill avait compris qu'en faisant quelque chose que personne n'attend, on peut complètement désorienter l'ennemi. Le soldat suivant de notre liste est devenu, en janvier 1945, le soldat le plus décoré de toute l'histoire des États-Unis, après une action d'une intensité extrême. Ce qu'il a fait semble tout droit sorti d'un film de Rambo, même si, physiquement, l'Américain était tout l'opposé du célèbre héros de films d'action. Audie Murphy ne mesurait qu'1,66 m et, avec à peine 50 kg, il était si frêle qu'au départ, les Marines comme les parachutistes se moquèrent de lui et le refusèrent. Après plusieurs candidatures rejetées, il fut finalement accepté dans l'armée américaine en 1943, à l'âge de 20 ans. Mais Audie Murphy prouva très vite qu'il n'était pas nécessaire d'être un combattant grand et musclé pour devenir l'un des soldats les plus dangereux de la Seconde Guerre mondiale. En seulement 2 ans,
Il élimina à lui seul plus de 240 soldats ennemis, en captura d'innombrables autres et détruisit également une demi-douzaine de chars. Mais l'acte qui allait faire de lui une légende eut lieu en janvier 1945 dans une forêt enneigée de France. L'unité de Murphy avait été réduite à seulement 19 hommes, encore capables de se battre, lorsque soudain, une importante force d'infanterie allemande, accompagnée de 6 chars, surgit de la forêt et fonça vers eux. Murphy ordonna à ses hommes de se replier, tandis que lui resta seul en arrière. La seule chose dont il disposait encore était un chasseur de chars M10 en flammes, abandonné par son équipage. Comme le véhicule était rempli de munitions et de carburant, c'était littéralement une bombe prête à exploser. Mais Murphy grimpa simplement sur la partie ouverte du véhicule en feu, saisit la mitrailleuse lourde et ouvrit le feu. De façon incroyable, il réussit à stopper à lui seul toute une compagnie allemande. Pendant qu'il abattait les soldats allemands les uns après les autres, environ 50 au total, il utilisait en même temps un téléphone de campagne pour coordonner les tirs de sa propre artillerie. Il fut touché à la jambe pendant le combat, mais continua sans relâche jusqu'à épuisement complet de ses munitions. Après la guerre, Murphy devint aussi une star d'Hollywood et joua même son propre rôle dans le film de guerre L'Enfer des Hommes. Mais jusqu'à sa mort dans un accident d'avion en 1971, Audie Murphy souffrit toute sa vie de stress post-traumatique et dormait par paranoïa avec un pistolet chargé sous son oreiller. Vient ensuite Lyudmila Pavlychenko, devenue la tireuse d'élite la plus meurtrière de l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale sous le surnom de Lady Death, alors même que ce rôle n'était pas destiné aux femmes à l'époque. Quand les nazis attaquèrent l'Union soviétique en 1941, Lyudmila Pavlychenko étudiait l'histoire à l'université de Kiev. Comme on avait besoin d'infirmières sur le front, l'armée voulut d'abord l'affecter à ce rôle. Mais Lyudmila Pavlychenko refusa fermement de devenir infirmière et demanda plutôt l'autorisation de tenter sa chance comme tireuse d'élite. Comme elle avait déjà une grande expérience des armes grâce à un club de tir, elle fut bel et bien envoyée au front comme sniper. En moins d'un an, Pavlychenko élimina l'incroyable nombre de 309 ennemis au cours de différentes opérations, ce qui lui valut le nom de Lady Death. Elle se montra particulièrement redoutable dans la chasse aux tireurs d'élite ennemis, autrement dit les duels entre snipers. Pavlychenko restait souvent allongée dans la boue pendant des jours, totalement immobile, sans manger ni bouger, attendant simplement que le tireur ennemi commette la première erreur. Dans ces duels à eux seuls, au moins 36 tireurs d'élite allemands parmi les meilleurs tombèrent sous ses balles. Après la guerre, elle termina ses études d'histoire, puis travailla comme historienne jusqu'à sa mort en 1974. Grâce à sa renommée, elle devint également la première citoyenne soviétique à être reçue par un président des États-Unis à la Maison-Blanche. Après cette tireuse d'élite légendaire, passons maintenant à l'exact opposé. Un soldat allemand devenu l'un des plus dangereux de la Seconde Guerre mondiale, grâce à ses incroyables capacités au combat rapproché. Du côté allemand, il existait des sapeurs d'assaut hautement spécialisés, dont la mission était d'éliminer les systèmes de bunkers ennemis fortement fortifiés, là où l'infanterie classique échouait. L'un d'eux s'appelait Heinrich Schultz, caporal de son état. Schultz était opérateur de lance-flammes. Autrement dit, il n'était pas équipé d'armes conventionnelles, mais portait avec lui un lance-flammes. Il recherchait en particulier les positions profondément enterrées sous terre, où les ennemis s'étaient retranchés, puis il les délogeait méthodiquement à coups de lance-flammes. C'est ainsi qu'il reçut son surnom, l'exterminateur. Pendant ses missions, en plus du lance-flammes, il portait sur son dos de lourds réservoirs hautement explosifs, remplis d'huile incendiaire et de gaz propulseur. Le moindre tir ennemi aurait pu le transformer en boule de feu humaine. Comme les lance-flammes de l'époque n'avaient qu'une portée d'environ 25 mètres, Schultz devait ramper jusqu'au bunker ennemi à travers des pluies de balles extrêmement violentes. Une fois arrivé, il projetait son jet de flammes à travers les meurtrières ennemies, tuant ou neutralisant tous ceux qui se cachèrent à l'intérieur. En réalité, un jet de flammes envoyé sous haute pression dans un espace clos consume en une fraction de seconde tout l'oxygène disponible. Il provoque aussi une violente surpression et remplit l'espace de monoxyde de carbone extrêmement toxique. Les soldats ennemis avaient tellement peur de l'exterminateur qu'ils prenaient souvent la fuite dès qu'ils l'apercevaient au loin. Et cela alors même qu'à longue distance, ses adversaires avaient en réalité de bien meilleures chances que lui. Bien que Heinrich Schultz ne soit qu'un simple caporal, il finit par recevoir la croix de chevalier pour ses missions, la plus haute distinction de bravoure de la Wehrmacht. Enfin, nous arrivons à Léo Major. Ce tireur d'élite franco-canadien, connu sous le surnom de Revenant, est considéré comme l'un des soldats les plus dangereux de la Seconde Guerre mondiale
Parce qu'en avril 1945, il a libéré presque à lui seul la ville de Zwolle, aux Pays-Bas. Cette nuit-là, il se glissa dans la ville occupée par les Allemands et, en lançant des grenades et en tirant dans tous les sens, donna l'illusion qu'une énorme force canadienne attaquait. Comme les soldats allemands pensaient être pratiquement encerclés, Léo Major put en capturer des dizaines, jusqu'à ce que le reste de la garnison prenne la fuite. Si le Franco-Canadien a réussi cet exploit vers la fin de la guerre, c'est parce qu'il n'abandonnait jamais, aussi terrible que devienne sa situation. En réalité, Léo Major subit à plusieurs reprises des blessures qui auraient envoyé n'importe quel autre soldat directement dans un fauteuil roulant, puis chez lui. Tout commença 1 an plus tôt, lorsqu'une grenade au phosphore explosa juste à côté de son visage pendant un échange de tirs avec une patrouille SS. Léo Major perdit son œil gauche. Lorsque les médecins voulurent le renvoyer chez lui, il refusa pourtant et répondit avec un sang-froid glaçant qu'en tant que tireur d'élite, il n'avait de toute façon besoin que d'un seul œil, puis il continua à se battre avec un cache-œil. En février 1945, son véhicule roula sur une mine anti-char. Major fut projeté dans les airs, se fractura la colonne vertébrale à 3 endroits et eut les 2 chevilles brisées. Une fois encore, les médecins lui dirent que la guerre était terminée pour lui. Mais Léo Major s'échappa de l'hôpital dès qu'il put de nouveau marcher et retourna immédiatement au front. Malgré toutes ses graves blessures, le revenant continua d'avancer comme un zombie et sans son engagement infatigable, Zwolle n'aurait probablement jamais été libéré avec aussi peu de sang versé. Si cette vidéo vous a intéressé, laissez un like et abonnez-vous. Salut et à la prochaine!